Minuit tombe sur le Sahel, la poussière se lève comme une prière silencieuse, et les villages respirent encore sous le vent rouge. Dans la nuit, des soldats ramassent des pneus brûlés, des enfants les regardent, incrédules, pendant qu'un rêve s'allume au milieu des ruines. On dit qu'aucun métal, qu'aucun empire ne peut naître d'un déchet, mais Ibrahim Traoré marche dans cette poussière avec la certitude inverse. Si des pneus peuvent devenir des ponts, alors peut-être qu'un peuple peut redevenir sa propre force. Ce n'était pas un simple chantier, mais une déclaration d'indépendance silencieuse. Quand les premiers camions quittèrent Ouagadougou chargés de pneus usés, personne ne comprit encore que le Burkina Faso venait d'inventer une nouvelle façon de construire, avec ce que le monde méprise. Le pari semblait insensé, et c'est précisément là que résidait sa promesse. Si un pays sans acier ni ciment pouvait ériger un pont durable, alors toute l'Afrique pouvait réapprendre à compter sur elle-même. Le geste d'Ibrahim Traoré dépassait la technique. Il restaurait la foi. Dans un continent que les rapports économiques décrivaient comme condamné à la dépendance, cette expérience ouvrait une brèche où chaque étudiant, chaque ouvrier, chaque villageois pouvait se reconnaître. La promesse n'était pas celle d'un miracle, mais celle d'un retour à la dignité par le travail, la créativité et le courage collectif. Et c'est de cette foi partagée que naît la force qui fait trembler les sceptiques. En 3 mois seulement, là où l'on prédisait des années de planification, un premier pont s'éleva au-dessus de la rivière Tval. Fait de caoutchouc fondu et d'espoir, il supportait le passage des camions aussi bien que celui des enfants à vélo. Ce chiffre, 3 mois, suffisait à renverser des décennies de fatalisme. Dans un pays classé parmi les plus pauvres du monde, on avait bâti l'infrastructure la plus symbolique d'Afrique sans un seul prêt étranger. Le monde médiatique d'abord rit, puis observa, puis se tut. Les fermiers franchissaient la travée, les femmes y vendèrent des fruits, et l'air vibrait de rire plus fort que les anciennes détonations. Les caméras de CNN arrivèrent trop tard. La révolution avait déjà commencé, en bottes poussiéreuses et en mains calleuses. Ibrahim Traoré, lui, resta silencieux. Il n'avait pas besoin de triompher. Il voulait que son peuple voie de ses propres yeux ce que la foi pouvait produire. Les diplomates étrangers y virent un geste populiste, mais les villageois y reconnurent un commencement. Chaque pneu noir devenait une promesse scellée dans le feu. Les universités du Ghana, du Nigeria et du Kenya envoyèrent des étudiants apprendre la méthode. À Paris, on chuchota que si cela fonctionnait, la dépendance économique serait mise en cause. À Washington, on parla d'un précédent dangereux. À Pékin, on proposa déjà d'investir. Mais au Burkina Faso, ce projet n'était pas un calcul, c'était une réponse au mépris, à l'abandon, à l'idée qu'un peuple africain devait attendre qu'on lui dise qu'en avancer. Désormais, le mouvement avait un symbole, un pont né de déchets, et un pays qui renaissait avec lui. Il n'y avait ni cérémonie, ni caméra, seulement une poignée d'ingénieurs en uniforme poussiéreux qui chargeaient les pneus sur des camions militaires. Parmi eux, un jeune capitaine, surnommé Lynx, dirigeait les opérations. Ancien étudiant en génie civil, il avait quitté une carrière stable pour suivre la vision d'Ibrahim Traoré. « Nous n'avons pas de béton, mais nous avons des bras », disait-il, soudant les premiers cadres de métal récupérés. Autour de lui, des étudiants fondaient les pneus dans des moules artisanaux, des femmes apportaient de l'eau et des enfants observaient en silence, fascinés par cette renaissance. 3 semaines plus tard, la première travée franchissait le fleuve. Le jour où la structure fut posée, aucun ministre ne prit la parole. Ce fut un paysan, Issaka, qui traversa le premier, tenant la main de sa fille. Avant, la rivière nous séparait. Maintenant, elle nous unit. Ce témoignage fit plus pour l'unité nationale que tous les discours officiels. Les réseaux sociaux burkinabés explosèrent de fierté. Des vidéos d'enfants riant sur le pont remplacèrent les images de guerre. Et soudain, un peuple longtemps défini par sa souffrance devint un peuple défini par son ingéniosité. Ce que les analystes appelaient un geste symbolique se transformait chaque jour en preuve tangible. Ainsi naquit un nouveau récit. L'Afrique n'attend plus qu'on la sauve, elle se sauve elle-même, et c'est peut-être là le véritable tournant. Tout commença par un ordre bref, signé de la main du président, collecter tout ce que le monde ne veut plus. Au lever du jour, des camions militaires sillonnaient les routes rouges du Burkina Faso, chargés de pneus crevés, de ferrailles tordues, de morceaux d'espoir. Les sceptiques riaient.
Un pont de déchets, une blague de village, mais chaque aller-retour ajoutait une couche de foi à la poussière. Les soudeurs travaillaient sous 40 degrés, les ingénieurs improvisaient des plans sur des cartons tachés d'huile. Au bout de 6 semaines, la première travée tint sans craquer. À la 8e, des camions la traversèrent. Le bruit des moteurs couvrit celui des sarcasmes. Ibrahim Traoré se présenta sur le chantier sans escorte. Chemise ouverte, bottes couvertes de suie. Il ne prononça pas de discours. Il observa longuement la structure noire se détacher sur le ciel cuivré. Puis il dit simplement « Construisez-en d'autres ». Cette phrase devint un mot d'ordre national. Les provinces du Nord envoyèrent des volontaires, les universités libérèrent des laboratoires, les commerçants offraient de l'essence et des câbles. Chaque région voulait son pont. Les médias étrangers s'agitèrent. À Paris, on ironisait sur l'utopie du pneu. À Washington, des rapports internes parlaient déjà d'indépendance par les ordures. À Pékin, on envoya des observateurs. Et pourtant, sur le terrain, personne ne levait la tête vers les satellites. On levait des ponts. La fièvre devint contagieuse. 3 mois après le premier test, cette nouvelle structure reliait les villages isolés du Sahel. Les convois de vivres passaient, les écoles retrouvaient leurs élèves, les marchés renaissaient. Une nuit, un orage balaya la vallée de Tfal. La rivière monta de 3 mètres. Les habitants craignaient que la travée s'effondre. Mais le pont tint bon. Les caméras d'African News filmèrent les enfants courant dessus sous la pluie, éclaboussant la boue comme pour défier le ciel. Le lendemain, la photo fit le tour du continent. Sous le titre « Le pont qui ne cède pas », on voyait un garçon nu-pied, le visage tourné vers la lumière. Le symbole dépassait l'œuvre. Ce n'était plus un projet d'infrastructure, mais une déclaration d'existence. À ce moment-là, Ibrahim Traoré comprit qu'il avait déclenché quelque chose qui le dépassait. Les opposants politiques tentèrent de minimiser l'impact. Les chancelleries multiplièrent les communiqués prudents. Mais les faits restaient là, bruts, visibles, traversables. Et dans chaque village, un même mot circulait. Nous aussi, nous pouvons. Le Burkina Faso venait de franchir non seulement une rivière, mais un siècle de dépendance. Et personne ne pourrait jamais refermer ce passage. 3 mois après l'inauguration du premier pont, les chiffres parlèrent plus fort que les discours. D'abord, le temps de traversée entre Tambao et la vallée de Tfal passa de 4 heures à 17 minutes. En un seul trimestre, la logistique agricole gagna des semaines de transport cumulés. Ce n'était plus une promesse, c'était une équation visible, mesurable, répétable. Ensuite, le coût moyen d'un pont classique au Burkina Faso s'élevait à 1 800 000 $, celui du modèle en pneus recyclés revint à 52 000 $, une économie de 97% obtenue sans subvention étrangère. Les économistes étrangers s'étranglèrent d'incrédulité. Comment un pays pauvre pouvait-il battre les normes de rendement des grands bailleurs, parce qu'ici, les ressources venaient du sol, des rues, des mains, pas des banques. Enfin, la fréquentation scolaire dans les zones rurales connectées par ces ponts augmenta de 28% en 6 mois. Derrière chaque pourcentage, des visages, ceux d'enfants qui, autrefois, restaient bloqués par les crues. Les enseignants parlaient d'une énergie nouvelle, celle d'un peuple qui voyait enfin la promesse du progrès à sa taille. Les chiffres ne décrivaient plus seulement l'économie, ils mesuraient une fierté. Autour du président Ibrahim Traoré, un petit cercle d'ingénieurs compila ces résultats dans un rapport confidentiel de 34 pages. Le document circula discrètement entre plusieurs capitales africaines. Au Ghana, des ministres demandèrent les plans techniques. Au Niger, on envoya des émissaires étudier le matériau composite. Et à l'Union africaine, certains commencèrent à parler d'un modèle burkinabé de résilience. Les organismes internationaux, d'abord sceptiques, furent contraints d'admettre l'évidence. La Banque mondiale reconnut publiquement l'innovation, évoquant une approche durable née des marges. Le FMI parla d'effets d'entraînement social inédits. Les experts en infrastructure soulignèrent que le ratio coût-durabilité dépassait toutes les prévisions. Mais au-delà des tableaux et des courbes, il y avait une donnée invisible, la dignité retrouvée. Quand un pays cesse de tendre la main pour reconstruire avec ses déchets, c'est son âme qu'il redresse. Et cette transformation, aucun graphique ne pouvait la contenir. Ainsi, à travers 3 chiffres et 1000 mains, le Burkina Faso venait d'écrire la première équation de son indépendance moderne. Une équation simple, moins de dépendance, plus d'espoir, égale souveraineté. À mesure que les ponts s'élevaient,
Les débats s'intensifiaient, les soutiens voyaient dans le projet de pneus recyclés une révolution écologique et souveraine. Les détracteurs y lisaient une illusion populiste masquant la précarité d'un pays sans ressources industrielles. L'argument des ingénieurs et des citoyens reposait sur l'efficacité démontrée. Ils rappelaient que la structure coûtait 50 fois moins cher qu'un ouvrage importé, qu'elle pouvait être montée par des ouvriers locaux et que sa maintenance restait accessible. Pour eux, le génie d'Ibrahim Traoré n'était pas de copier le monde, mais de l'adapter à la mesure de son peuple. Cette logique d'autonomie faisait école. De petites coopératives naissaient pour récupérer les matériaux, réemployer le plastique, transformer la contrainte en levier. L'argument venu des chancelleries occidentales et d'une partie de l'élite urbaine se voulait plus pragmatique. Selon eux, ces infrastructures artisanales ne tiendraient pas 10 ans, risquant de ternir l'image du pays. Ils mettaient en garde contre une romantisation de la pauvreté, où l'innovation deviendrait un substitut au développement réel. Ils citaient les normes ISO, les calculs de résistance, les standards européens. Mais derrière la prudence technique se glissait une peur politique. Et si l'Afrique prouvait qu'elle pouvait se passer de leur modèle ? Entre ces deux visions, la réalité s'imposait lentement. Les ponts tenaient, les chiffres confirmaient, les populations s'appropriaient l'idée. Là où les uns parlaient d'improvisation, d'autres voyaient de la résilience. La force de Traoré fut de ne pas répondre à ses opposants par des discours, mais par des résultats. Et dans ce silence obstiné se lisait une forme de stratégie. Laisser la preuve parler. Car au fond, la vraie question n'était pas de savoir si les ponts dureraient, mais si la dépendance, elle, pouvait encore tenir debout. Ce n'était pas des ponts, c'était un signal. Cette phrase, lancée par Ibrahim Traoré au milieu d'un conseil de ministres, changea le cap du projet. Jusqu'alors, on parlait d'ingénierie. Désormais, on parlait de souveraineté. Il comprit que l'enjeu n'était plus de relier des rives physiques, mais de reconnecter un peuple à sa confiance. Ce basculement fit du chantier un manifeste. Chaque travée devint un acte politique, chaque boulon une déclaration d'indépendance. Les partenaires étrangers commencèrent à se troubler. Si le Burkina Faso réussissait à transformer ses déchets en structures pérennes, que deviendrait leur rôle ? À Paris, on évoquait un effet Sankara 2.0. À Washington, un rapport interne titrait « Le caoutchouc du Sahel, nouvelle variable stratégique ». Les universités africaines, elles, y voyaient une preuve d'émancipation. Sous le soleil de Ouagadougou, les jeunes scandaient désormais une phrase nouvelle. « Nous aussi, nous bâtissons ». Et dans cette clameur, quelque chose venait de basculer, le projet quittait le domaine des machines pour entrer dans celui de la mémoire collective. Au niveau national, le Burkina Faso changeait de visage. Dans les ministères, les anciens protocoles d'aide furent réécrits, l'État cessa d'attendre les fonds extérieurs pour lancer des programmes d'infrastructure. Les ingénieurs militaires furent reclassés en instructeurs civiques, les chantiers intégrés dans les plans éducatifs. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, chaque région reçut pour mission d'innover à partir de ses propres déchets. Le slogan officiel devint « Ce que nous avons suffi à commencer ». En moins d'un an, 12 provinces lancèrent des initiatives parallèles. Routes, écoles, stations d'irrigation, selon la méthode du zéro importation. Sur le plan économique, la transformation fut mesurable. Les marchés frontaliers virent leurs échanges croître de 40 et 1%. Les circuits d'approvisionnement intérieur furent sécurisés, réduisant les pertes agricoles de moitié. Les artisans locaux, formés à la soudure et au recyclage, créèrent plus de 8000 emplois directs. Pour la première fois, le PIB du secteur non extractif connut une croissance supérieure à celui des mines d'or. Et tout cela sans dette supplémentaire. La monnaie nationale retrouva une stabilité symbolique. Elle circulait désormais entre des mains qui produisaient. Sur le plan social, le changement était encore plus profond. Les villages autrefois isolés découvrirent l'école, les soins, les marchés. Les femmes, qui vendaient uniquement dans leur communauté, traversaient désormais les ponts pour échanger leurs produits. Les jeunes abandonnaient l'exode rural pour devenir techniciens, soudeurs, bâtisseurs. L'idée même de progrès cessait d'être étrangère. On ne parlait plus de charité, mais de contribution. Le sentiment collectif d'inutilité, hérité des décennies de dépendance, se dissolvait lentement dans la fierté de faire. Sur le plan régional, enfin, l'onde de choc dépassa les frontières. Au Mali et au Niger, les autorités étudièrent la doctrine Traoré.
L'Union africaine créa un groupe d'études sur les infrastructures locales. Les ONG révisèrent leur modèle d'aide pour intégrer les matériaux indigènes. Même les médias européens changèrent de ton. Le président rebelle devint l'ingénieur du renouveau africain. Et dans les rues d'Abidjan, de Dakar, de Bamako, des graffitis proclamaient « Si lui peut, nous pouvons ». Ainsi, en moins d'une année, ce qui n'était qu'un pont devint un précédent. Un précédent où la foi en soi valait plus que l'acier étranger. Et c'est peut-être là la plus durable des constructions. Le modèle burkinabé se consolide lentement. Les ponts deviennent des infrastructures permanentes gérées par des coopératives locales. Le gouvernement poursuit la formation d'ingénieurs communautaires, tandis que les universités étrangères envoient des stagiaires pour apprendre la méthode. Les institutions financières internationales, d'abord réticentes, finissent par s'adapter. Elles rebaptisent leur aide co-construction, sans admettre que le paradigme a changé. Ibrahim Traoré maintient sa ligne, ni rupture totale, ni soumission, mais un équilibre entre fierté et pragmatisme. Dans ce cas, la stabilité devient la nouvelle victoire. Le succès des ponts déclenche une seconde vague d'innovation africaine. Le Niger, le Mali, le Ghana adoptent la doctrine Traoré, transformant des déchets miniers et plastiques en infrastructures vertes. Les jeunes ingénieurs africains fondent un réseau panafricain du recyclage souverain. Le Burkina Faso devient un pôle de compétences et de formation. La Banque africaine de développement investit dans une école du Sahel consacrée à l'ingénierie locale. Les échanges régionaux explosent et l'Afrique, pour la première fois depuis des générations, exporte non pas ses ressources, mais son savoir-faire. Sous la pression diplomatique et les sanctions, certains projets ralentissent. Les anciens réseaux d'influence cherchent à saboter la dynamique. Des campagnes médiatiques orchestrées remettent en doute la sécurité des ponts. La méfiance gagne les bailleurs régionaux, les crédits se figent. Mais même dans ce ralentissement, une vérité demeure. Les structures déjà construites continuent de tenir, défiant la propagande. L'idée, elle, ne peut plus être détruite. Entre ces trois chemins, le plus probable n'est pas celui du miracle, mais celui de la continuité. Car un peuple qui a su bâtir à main nue ne perd jamais sa mémoire du possible. Et c'est peut-être là que réside la force tranquille d'un continent qui se redresse. Dans les villages du Sahel, les ponts sont devenus des lieux de vie. Le matin, on y croise des enfants en uniforme rouge, des femmes portant des paniers de céréales, des ouvriers rentrant du chantier. Chacun y marche avec une fierté nouvelle, comme si la poussière rouge avait cessé d'être une marque de pauvreté pour devenir une couleur d'espérance. Sous le regard d'Ibrahim Traoré, le changement n'a pas pris la forme d'un miracle, mais d'une discipline. Les gens se lèvent plus tôt, travaillent plus longtemps et parlent désormais de leur pays au présent. Dans les écoles, les enseignants raconte l'histoire du pont des pneus comme une légende vivante, celle d'un peuple qui a décidé de ne plus attendre. Un jeune apprenti soudeur, interrogé par un journaliste, déclara simplement « Quand j'étais petit, on nous disait que tout venait de l'extérieur. Aujourd'hui, je vois que tout commence ici. » Cette phrase, reprise sur les réseaux sociaux, résume ce que les chiffres ne peuvent pas traduire, la naissance d'une conscience collective. Les plus anciens, eux, parlent d'un apaisement. Ils disent que leurs enfants n'ont plus honte du mot Burkina. Ils rient en expliquant qu'à présent, même la pluie ne les arrête plus. Et peut-être que le plus grand succès de cette révolution silencieuse n'est pas d'avoir bâti des ponts, mais d'avoir réparé le lien invisible entre dignité et quotidien. Pour transformer l'élan en système, Ibrahim Traoré proposa une méthode simple, articulée en 5 étapes. D'abord, institutionnaliser l'ingéniosité. Les écoles techniques intègrent désormais un module obligatoire sur le recyclage appliqué. Chaque étudiant doit concevoir un prototype local, une pompe, un abri, un outil, fabriqué à partir de matériaux abandonnés. Ensuite, renforcer la transparence. Tous les projets communautaires sont désormais suivis par un tableau public affichant coût, délai et origine des matériaux. Cette visibilité crée un climat de confiance inédit entre l'État et les citoyens. Puis, mutualiser les savoirs. Une base de données régionale réunit les plans, tests et retours d'expérience de chaque pont construit. Les ingénieurs du Niger, du Ghana et du Mali peuvent y accéder librement. Le progrès devient un bien commun, non une propriété nationale. Après cela, financé par l'intérieur. Les nouvelles taxes sur l'or et le coton alimentent un fonds souverain du développement local.
Celui-ci garantit la pérennité des chantiers, même sans aide extérieure. Enfin, mesurer autrement. Au-delà des chiffres du PIB, un nouvel indicateur est adopté, l'indice de dignité nationale, basé sur la satisfaction, la participation et la résilience des communautés. Ainsi se dessine la phase suivante, une Afrique qui apprend à se gouverner par ses mains, ses chiffres et sa mémoire. Et cette fois, le modèle ne se vend pas, il s'enseigne. Au crépuscule, la poussière du Sahel reprend sa lente danse dorée. Sur le premier pont de caoutchouc, les enfants jouent encore, riant dans la lumière, comme s'ils ignoraient qu'ils foulent un symbole. C'est ici que tout a commencé. Des pneus brûlés, un ordre improbable, une poignée d'hommes et de femmes décidés à ne plus attendre. Ce pont n'est plus seulement un ouvrage. Il est devenu un miroir où un peuple s'est vu pour la première fois capable. Ibrahim Traoré s'y rend souvent, seul, au lever du soleil. On raconte qu'il y reste quelques minutes sans parler. Devant lui, l'eau coule, tranquille, et chaque reflet rappelle la promesse d'un jour où plus rien ne serait jeté, ni les objets, ni les hommes. Sous ses pas, le pont gronde doucement, comme un cœur collectif. Le Burkina Faso n'a pas trouvé l'or dans ses mines, mais dans sa foi. Et cette foi, une fois rallumée, ne s'éteint plus. Parce que ce qui est né du feu ne craint plus la flamme. Le monde observe souvent l'Afrique à travers ses blessures, mais parfois, au détour d'un pont, elle lui répond par une leçon de courage. Le Burkina Faso n'a pas demandé la permission d'espérer. Il l'a construite, pneu après pneu, main après main. Ce n'est pas un miracle, c'est une méthode. Et cette méthode dit une chose simple. Rien n'est perdu quand un peuple décide que tout commence. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de soutenir Ibrahim Traoré, mais de comprendre ce qu'il incarne. La conviction que la dignité n'a pas besoin de budget, seulement de volonté. Chaque partage, chaque mot, chaque regard compte, parce que la vraie révolution ne se crie pas, elle se continue. Alors, si cette histoire vous touche, ne la laissez pas mourir dans le silence. Parlez-en, montrez-la, enseignez-la. Un jour, d'autres enfants marcheront sur leur propre pont et sauront qu'ils ne viennent de nulle part, sauf de leur foi.